C'est tout bon? Oui. Parfait. Donc, second débat, il n'y en aura pas de troisième. Ce soir, quel changement climatique. Alors, on a éloigné Mathilde et Marie de Flandre. Mathilde Motet, pour les jeunes spécialistes du Chablais, vous êtes secrétaire politique du VHE. Voilà, on vous applaudit. On va les applaudir. Anthony Zufer, spécificité des candidats au chambres fédéral. On n'avait pas trouvé de verre, donc vous acceptez de vous prêter au jeu. Vous êtes membre du groupe, bien entendu. Vous vivez à notre contrée, étudiant en HEI. On vous applaudit doublement. Sébastien Gaspo, on a mis le centre au centre, hein, comme ça c'est plus facile pour moi, surtout. Donc, les jeunes du centre Valais-Roman, Valais Central, hein, c'est important, étudiants, et vous résidez à Vire, vous applaudissez, bien sûr. Et les jeunes numéros radicaux du Valais Central, Raphaël Vunier, qui était déjà bien bavard avant, donc on va voir ce que ça donne dans les débats. Vous êtes étudiant en bachelor primaire à la HEP et vous vivez à Grimizua. Exactement. Et la belle famille a des instituts de radiologie. Exactement. Voilà, génial. C'est vrai. Et Marie-Bertrande Douet pour les jeunes UDC du Bas-Valais. Alors, le CV, il est donc. Vous vice-présidez les jeunes UDC du Valais-Roman, vous présidez les femmes UDC niveau roman, toujours, et la section communale de Martigny, avocate salariée. Vous vivez en Octobre, on vous applaudit. Alors moi, j'ai une première question que je vous adresse à tous. Est-ce qu'autour de la table, vous êtes tous d'accord, unanimement, pour dire que le climat change, il se réchauffe? Est-ce que c'est un fait acquis ou est-ce qu'il y a encore des climato-sceptiques? Qui veut prendre la parole? Je crois que c'est un fait assez acquis, puis on le voit tous les jours. Enfin, on l'a vu cette année. Hein. Aujourd'hui, j'ai calculé le nombre de jours à plus de 35 degrés à Montaix. Il y en a eu 6 cette année. Même à Montaix? Même à Montaix, oui. Oh. On a eu les feux de forêt dans le Haut-Valais cet été aussi. On a eu une période de sécheresse hivernale. Du coup, je crois qu'on ne peut plus nier que c'est une crise, et la plus grande crise de notre époque, et qu'il faut absolument la faire. À droite, même si c'est oui, c'est à droite pour vous, c'est à gauche pour moi, Marie-Bertrande Douet. On est d'accord avec ça chez les jeunes UDC? Alors, je ne vais pas nier l'existence de la crise climatique, ça existe, du dérèglement climatique, parce que le terme change un peu dans l'article. Mais je pense aussi qu'il faut que les gens soient conscients que certes, c'est du fait de l'homme, mais c'est aussi du fait de la nature. Mais l'homme a impacté ce réchauffement, c'est aussi du fait de l'homme. Mais climatiquement, c'est prévu qu'il y ait aussi un réchauffement à cette période, parce qu'on est à la fin d'une période glaciaire. Messieurs, vous êtes d'accord, Anthony? Alors effectivement, il y a le cycle de Milankovitch qui impacte les aires glaciaires et non glaciaires, les réchauffements. Mais là, c'est pas... Enfin, c'est quelque chose qui remplace sur des millénaires, en fait. Et ce qu'on voit comme réchauffement actuel, c'est vraiment anthropique. Et le fait de le rappeler que ça existe de manière naturelle, c'est bien joli, mais c'est un peu pour cacher en fait que le réchauffement climatique il est dû aux activités de l'homme et que la combustion des énergies fossiles. Sébastien, Raphaël, presque entièrement aux activités humaines, sur le réchauffement climatique. Vous pouvez être d'accord? Oui, oui, je pense indéniablement, et je pense le grand changement de paradigme sur ces dernières années sur la problématique du changement climatique, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus seulement un thème de certains partis politiques, mais c'est quelque chose qui est acquis parce qu'on le voit dans les graphiques, on le voit dans les démonstrations scientifiques, c'est une évidence. Et maintenant, les différences et ce dont on va débattre ce soir, je pense que ce sera plutôt sur les solutions à apporter que sur le fond du problème. Ça, c'est le ton de chauffe. Hein. Je suis un fan de Formule 1, donc on fait le warm-up maintenant. Raphaël, un petit dernier mot sur ce changement climatique. On est d'accord aussi. Évidemment, mais je parlerai plus de changement climatique que de réchauffement. Ok. Il y a certaines régions qui se refroidissent, notamment à cause des perturbations. Le Golfe Stream, je pense notamment du coup. Mais effectivement, l'homme a une grande part de responsabilité là-dedans. Alors, on va parler des solutions hein, pour améliorer les choses, bien entendu. J'ai fait des recherches en matière de climat, il y a beaucoup de choses. On a accepté en juin dernier, c'est pas si vieux que ça, même si on a tendance à vite oublier. Hein. Le Valais également, on voit sur le climat. Au niveau national, on va voter prochainement sur une initiative des Verts et du Parti socialiste. On parle là d'un fonds climat,
dotés entre eux, c'est encore pas clair, entre 3,5 milliards et 7 milliards de francs pour qui soient injectés dans les énergies propres, renouvelables. Il y a cette initiative des jeunesses socialistes, on va en parler également, l'initiative pour l'avenir, hein, ça s'appelle comme ça. Principe, on veut imposer les successions et les donations au-delà de 50 millions de francs pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, taux d'imposition 50%, je crois. On prend presque tout. Alors, on va commencer avec l'initiative pour un fonds climat. Je commence avec vous, Anthony Zuffray. Pourquoi il faut dire oui à cette initiative? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, finalement? Voilà. L'initiative, elle est assez complexe. Elle comprend beaucoup d'éléments. L'idée principale, c'est d'avoir un fonds climat, du coup, dans l'idée de pouvoir vraiment investir en fait et mettre de l'argent pour répondre à la crise climatique, ce qui n'est pas vraiment le cas ou pas suffisamment. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut dire oui? Parce que la crise climatique, elle est là, elle est réelle, et elle met en danger nos vies, notre sécurité alimentaire, en fait, en 2050-2100, en fait. Qu'est-ce qu'il y aura? Dans un monde à plus 3 degrés, c'est pas possible de nourrir tout le Ça, sur le monde. constat, on est d'accord. Il faut un fonds climat, je pense qu'on est plutôt tous d'accord, même si vous allez peut-être me dire le contraire. On va, plus concrètement, on va chercher où cet argent? 3,5 milliards, 7 milliards, c'est énorme. C'est 2 fonds c'est énorme. au total du Valais. C'est énorme, c'est une manière de le voir. Au niveau de la Confédération, c'est pas énorme, c'est 1% du On PIB. prend sur nos Et puis, impôts. pour sauver Crédit Suisse, mettre 109 milliards sur la table d'un coup. C'est pas mal aussi, effectivement. 109 milliards, entre 109 milliards et puis 3,5 milliards, il y a quand même un sacré écart. Et puis pour sauver une banque ou bien pour sauver la population suisse, on a quand même aussi des divergences sur ce point-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir mettre de l'argent sur la table pour mettre ensuite en place, pour faciliter la mise en place de mesures qui sont rigoureuses pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, je voulais juste souligner quelque chose. Sauver Crédit Suisse, c'est aussi un intérêt pour la population, quelque part, parce qu'une banque qui fait faillite, c'est une population qui perd tout son argent. En tant que moitié libanaise, je connais un peu ces problématiques liées aux banques, et c'est vrai que c'est un bon acte. Mais après, c'est vrai, il faut financer ce fonds. Et le problème, c'est ça, c'est le financement. Comment faire? Faire une taxe? Une taxe CO2 avait été proposée et soutenue corps et âme par tous ces partis présents à cette table, sauf par l'UDC, parce qu'elle était complètement antisociale. Et donc, il faut trouver des manières de financer ça. Moi, je pense qu'on a loupé le coche, en vérité. En 2017, on a voté sur le nucléaire, on a voté sur le coup de l'impulsion émotionnelle. Donc, c'était proposé par le centre, sous l'impulsion de Doris Leuthard, des suites de Fukushima ou encore de Tchernobyl. Mais si on n'avait pas fait ce choix, on aurait voulu investir énormément dans le nucléaire. Aujourd'hui, les centrales, elles font presque plus de déchets. Il y a des nouvelles technologies qui se sont développées. Au thorium, les déchets sont périssables. Ils meurent après une période beaucoup plus courte que les anciennes centrales nucléaires. Et à mon avis, on devrait plutôt se concentrer sur le nucléaire. En attendant la prochaine technologie qui sera la fission nucléaire et qu'on ne maîtrise pas encore à l'heure actuelle. Alors, je ne voyais pas venir le nucléaire à ce stade du débat. Hein. Voilà, je ne pensais pas en parler ce soir, mais puisque vous y allez, on y va. Mathilde. Oui, moi ça me fait. Enfin, je ne sais pas d'où tu cherches, tu trouves tes chiffres qui disent qu'apparemment l'uranium ça disparaît, les déchets nucléaires ça disparaît, parce que ce qu'on fait depuis la création de l'énergie nucléaire, c'est les enterrer et les oublier jusqu'à que des prochaines générations les redécouvrent. Et puis du coup, l'énergie nucléaire, je pense que c'est hyper important de rappeler que c'est quelque chose de très dangereux, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la fission. La fission, c'est qui peut être très très dangereux. On a vu Fukushima. Fukushima, c'est 1 million de morts. On a eu, et c'est une réalité, hein, les dernières catastrophes nucléaires qui sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Pourtant, il y a des choses qu'on maîtrise. Et c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie éolienne, c'est l'énergie hydraulique. Et c'est dans cette direction qu'on va marcher. Répondez, puis on fera un truc étape sur le nucléaire, comme ça. Juste pour vous dire, il y a eu une confusion. En fait, la fusion nucléaire, ça n'existe pas encore en tant que tel. Ce qui existe actuellement, c'est la fission nucléaire. C'est le noyau qui se casse. Et c'est les centrales qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'actuellement, il y a des nouvelles technologies qui se sont développées dans des pays comme la Chine, par exemple, où on peut faire des centrales nucléaires, des réacteurs tout petits qui tiennent dans des containers et à base de thorium. Ça se développe davantage. D'ailleurs, le fameux Andreas Zütel qui avait fait l'expertise, donc l'expert de l'ETH, les PFZ, pardon,
qui avait justement mis un peu en avant les déficits et les avantages de la loi climat, a justement dit que c'est là où on loupe le coche. Et le problème, bah, je vais laisser Raphaël venir bondir, parce que je pense qu'il va compléter mon propos. C'est pas mal, ça. Ah, pardon. On finit juste le tour de table sur le nucléaire, après on revient au climat, même si on a compris que tout était lié. Allez, Faut dire les déchets. Ah, je peux parler des déchets. Ah, vous êtes répartis les temps de part? Non, ça c'est pas. Ça, c'est horrible. On le fait rarement, mais là, ouais, c'est pas Alors, mal. il y a plusieurs choses qui ont été dites, qui sont erronées, notamment que Fukushima fait 1 million de morts. Alors, il y avait un tsunami, il y a eu une évacuation de la population, donc il y avait... J'ai dit Tchernobyl. Tchernobyl c'est entre on estime plutôt à 40 000 morts, mais c'était Fukushima. J'ai voulu dire Tchernobyl, pardon. Mais on estime plutôt à 40 000 morts sur Tchernobyl et sur site 120 morts. Et ensuite, par rapport au stockage des déchets, déjà il faut se dire que les déchets nucléaires, environ 95% des déchets nucléaires, c'est des combinaisons irradiées. C'est des choses qui, en à peu près 25 ans, sont soit réutilisables, soit recyclables. On les met de côté pendant 25 ans. Et 25 ans après, ils sont plus du tout radioactifs. Sur ce qui reste des déchets, on a encore une fois environ 95% qui sont recyclables. Quand on utilise du plutonium, il va se dégrader, devenir de l'uranium enrichi, etc. Et à ce moment-là, on peut le réutiliser jusqu'à un certain point. Et les déchets qui restent, soit certains, on sait qu'on pourra les recycler encore une fois, soit il reste très très peu de déchets. Pour vous donner un ordre d'idée, la totalité des déchets nucléaires de la planète tient dans une piscine olympique. Et pour dire à quel point c'est dangereux, apparemment dangereux, le stockage géologique profond, c'est comme ça qu'on stocke nos déchets. On met donc nos déchets dans une voûte de plomb et ensuite encore une voûte de verre. Et le but, c'est que si il y a corrosion, ce qui est très très peu probable à travers le verre et le plomb, la radioactivité peut se déplacer de maximum 1 cm par 1000 ans. Donc, le temps que ces déchets perdent leur radioactivité, on est assez loin et c'est quelque chose qui est très viable. Sébastien est en train de se dire qu'est-ce qu'il va me demander sur les centrales nucléaires. Mon avis sur les centrales nucléaires, il sera assez mesuré. Parce que, d'une part, oui, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui totalement exclure l'énergie nucléaire. Parce qu'on le voit déjà d'une manière, parce que ça a été dit et c'est prouvé dans de multiples études scientifiques, il y a eu pendant des décennies une relative immobilité dans l'énergie nucléaire, où on a toujours un petit peu fait la même chose. Et aujourd'hui, il y a des techniques plus sûres qui se développent, notamment les centrales à sel fondu, où le risque d'explosion qui a eu lieu dans les centrales qui ont été citées de Tchernobyl et de Fukushima n'existe pas ou est fortement limité. Maintenant, la nuance que j'apporterai par rapport à l'énergie nucléaire, c'est que aujourd'hui, l'énergie nucléaire, dans le contexte de crise énergétique, n'est pas une solution à court terme. On sait que les délais minimaux pour faire une centrale nucléaire, pour construire une nouvelle centrale, c'est 15 à 20 ans. Donc, j'ai quand même de la peine à me dire qu'on va attendre 15 à 20 ans pour résoudre nos problématiques énergétiques en attendant de construire des nouvelles centrales nucléaires. Naturellement, vous êtes tous spécialistes en nucléaire. J'ai l'impression que le chapeau, Mathilde. Ah, je peux répondre au nucléaire. Oui, bien sûr. Après, on passe à autre chose. Alors, bon, l'initiative climat, j'ai pas compris si ça vous Il y a intéresse quand même pas. une Ça. décision démocratique de la population en 2017 de sortir du nucléaire, et du coup, je trouve un petit peu absurde de vouloir revenir sur cette décision-là, surtout qu'on sait, on l'a très bien dit, que c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on peut décider maintenant. Et puis, le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 2025 pour réduire nos émissions de CO2, et puis pour avoir un vrai tournant dans notre façon de gérer la crise climatique. Et du coup, on n'a pas le temps de faire ça. Et de deux, l'uranium, c'est une ressource finie. C'est-à-dire qu'on peut bien baser absolument tous nos espoirs sur l'uranium. Un jour, il n'y en aura plus parce que c'est une ressource minérale. Et je crois qu'on ne tirera pas la prise tout de suite. C'est 60 ans une centrale nucléaire. Gosgen, c'est jusqu'à 2039, par exemple. Juste pour rebondir, nos centrales, certes, oui, construire une nouvelle centrale, ça prendrait tout à fait 15 ans. Mais on a des centrales qui vont, comme il l'a souligné, bientôt mourir, comme on le dit, parce qu'une centrale a une durée de vie. Mais si on reconstruit, on rénove nos centrales, puis on leur donne une deuxième vie, jusqu'à arriver à la fission nucléaire. C'est une technologie qui se prépare. En fait, au lieu de couper le noyau, en gros, il fusionne. J'ai dit fission, je veux dire fusion nucléaire. Il fusionne. Et lorsque cette technologie, on parle de 2045, 60, sera établie, on pourra continuer là-dessus. Mais après,
on est bien sûr à l'UDC, on n'est pas contre les énergies renouvelables, mais on est pour un tout ensemble. Et je tiens aussi à souligner que les Verts hollandais, et puis une section des Verts européens, il me semble même une fois avoir entendu la grande sainte Greta le dire, que le nucléaire, finalement, c'est la solution la moins pire, parce que ça coûte pas cher, c'est un bon rendement, et ça crée de l'emploi, et parce que les énergies renouvelables, c'est un gros investissement. Mais ça, je pense que ça sera la suite du débat. Alors, pour revenir sur le fait qu'effectivement, une centrale prend du temps à être construite. Alors oui, il faut trouver des solutions pour les 15 ans. On a eu un hiver où on n'est pas passé dans un petit blackout. Donc, c'est pour ça que les jeunes libéraux radicaux, pardon, les jeunes libéraux radicaux, Lapsus révélateur. exactement. On soutient un rehaussement des barrages hydroélectriques et aussi, évidemment, la rénovation des centrales qui depuis le moratoire, ne peut même plus être rénovées. Et je trouve un peu dommage de dire « Ah, on a déjà voté sur cette loi. C'était certes juste après Fukushima, donc la population avait peur, mais comme on a déjà voté, on sort du nucléaire, on n'en parle plus. » J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de lois où il y a des taxations qui sont proposées pour le climat, et on revote, et souvent ça passe pas, mais on continue, les partis de gauche continuent à essayer de mettre des taxes, et on continue. Pourquoi est-ce qu'on peut revoter du coup sur des taxations CO2 à l'infini, mais pas sur le nucléaire? On ne peut pas faire une deuxième votation qui est plus éloignée dans le temps de Fukushima. Et j'ajoute juste que, évidemment, pendant ces 15 ans, il faudra faire de l'hydroélectrique, du solaire. C'est en fait, il n'y a pas de formule magique. Il faut tout utiliser. Et si on utilise un peu de tout, on espère pouvoir tenir les hivers et évidemment acheter de l'énergie à l'étranger. On fait pas tout le débat sur le nucléaire, ça vous va? Oui. Pour une prise de parole. Voilà, du coup, bon, sur le nucléaire, du coup, c'est évidemment quelque chose qui est controversé. Il y a plusieurs choses auxquelles j'aimerais répondre. Bah, le rehaussement des barrages hydroélectriques. Alors, il faut savoir que la capacité énergétique qu'on peut tirer de l'hydroélectrique en Suisse, elle a déjà été utilisée en fait en immense majorité. C'est au-dessus de 90% en fait de la capacité qui est déjà utilisée. En fait, c'est une technologie incroyable en fait que nos ancêtres, mes grands-parents, ils ont mis en place. Parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Et s'ils pouvaient en tirer plus, ils l'auraient déjà tiré en fait. Et du coup, ce qu'on voit en fait là aussi dans le nucléaire et tout, c'est une idéologie un peu technocrate. En fait, la technologie va nous sauver, on va continuer à consommer autant d'énergie, hein. Mais ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a pas mal de gaspillage, en fait même beaucoup, de gaspillage de notre énergie. On n'aurait pas besoin d'avoir des centrales nucléaires qui sont dangereuses si on gaspille moins d'énergie. Par exemple, l'initiative pour un fonds climat propose d'investir dans la rénovation thermique des bâtiments, ce qui permet tout simplement de arrêter de gaspiller de l'énergie. Ah, bien rebondi hein, sur l'initiative. Est-ce que vous comprenez tout? Oui, plutôt, oui. On peut continuer. Alors, c'est parfait. Non, parce que moi, ça fait 25 ans que je fais ce genre de débat, et puis souvent, on me demande qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Et je dis toujours, soyez simple. Soyez le plus simple possible, parce que l'électeur et le votant moyen, en général, il n'a pas le 10e de vos connaissances. Et bon, je trouve ça passionnant. Allez-y. Je pense effectivement que j'imagine bien que tu parlais donc de mieux isoler les foyers. Exact, ouais. Rénovation thermique du bâtiment. Alors, mieux isoler un foyer, en fait, c'est à peu près 30 ans que ça prend pour être rentable. Et on a un problème énergétique maintenant. Pourquoi l'impression est rentable de donner un foyer? Rentable, je ne parle pas d'économie, je parle d'un point de vue énergétique. L'isolant, c'est quand même une consommation de carbone de créer de l'isolant. C'est comme fabriquer une centrale nucléaire, ça beau être ce que je prône au mieux, il y a de la consommation de carbone quand on crée une centrale à sa fabrication. C'est pareil pour, évidemment, isoler un foyer. Donc, s'il y a 30 ans de rentabilité carbone sur une isolation de foyer, à ce moment-là, si c'est si urgent que ça, la crise climatique, ben, c'est pas vers ça qu'il faut se tourner. Il faut se tourner vers de la production d'énergie propre et au plus vite. Sébastien, informatique. Oui, pour rebondir peut-être à ce qui a été dit précédemment, notamment par mon collègue de droite pour moi, de gauche pour vous. Gauche pour vous. Exact. Je dirais que ça me fait un tout petit peu sourire lorsque on nous dit oui, mais on ne doit pas développer l'énergie nucléaire, on ne doit pas rehausser les barrages, parce que finalement, on doit faire de l'économie d'énergie en isolant les bâtiments, par exemple. Aujourd'hui, et ça a été justement dit, on est dans un état de crise. Donc, dans un état de crise,
je ne crois pas qu'on est dans une situation où on est finalement au buffet à hésiter entre le caviar et le homard pour savoir qu'est-ce qu'on va prendre comme plat. On doit prendre toutes les solutions. Alors aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit avoir un plan qui est global pour ce qui est de la protection du climat et dans notre stratégie énergétique. Ce plan global, il est, comme ça a été dit, il passe par l'isolation des bâtiments et par aussi une promotion de l'isolation des bâtiments, parce que souvent c'est aussi un manque d'information qui fait que les gens n'isolent pas leur maison ou ne procèdent pas à ces processus-là. D'autre part, il faut aussi développer notre énergie durable. Et je pense que de ce côté-là, le Valais a un atout indéniable, puisque dans les montagnes valaisannes, on a de l'eau, on a du soleil et on a du vent. Donc, dans ce sens-là, on a aussi du travail à faire. Et je pense finalement que tout ne doit pas s'opposer. Hein. On peut mener plusieurs politiques en même temps pour arriver à l'objectif voulu. Mathilde Mottet, on va quand même parler un peu de l'initiative pour l'avenir. Vous voulez tout prendre aux plus riches. Et comment? Et pour en faire quoi? On a parlé de beaucoup de choses maintenant et je pense que c'est important de rappeler en fait le centre de la crise climatique, le fait qu'on a un réchauffement, et ça c'est une réalité. Hein. Les personnes qui en doutent, ça me fait aussi douter si vous avez votre place sur une liste pour les élections fédérales, parce que le challenge c'est de réduire justement le réchauffement à 1,5 degré. Aujourd'hui, sur le rythme dans lequel on n'est pas du tout, on va droit dans le mur. Du coup, qu'est-ce que nous on fait? On analyse notre système économique, comment on fonctionne. Comment on fonctionne? On produit énormément aujourd'hui. On produit parce que, et de façon infinie, parce qu'on est dans un système qui s'appelle le système capitaliste et qui fait que certaines personnes, une poignée d'ultra-riches, sont motivées par les profits. Et du coup, on produit sur le dos des travailleurs et des travailleuses et sur le dos des ressources naturelles. Les plus riches donnent aussi du travail aux travailleurs. Bon, ça, je suis pas d'accord. Voyons. Non, qui c'est qui travaille? C'est des personnes. Enfin, c'est Ouais. pas les plus riches. Elles sont engagées par des patrons, quelque part, non? C'est Elles elle trouvent pas le c'est job tout seul. qui crée la valeur dans un Donc, système. il faut couper la tête au patron. Non, il ne faut pas Bon, couper la vous tête au l'avez patron. Non, je pense que la valeur propre, elle est créée par le travail. Ça, on est d'accord. Voilà. Et du coup, dans ce système-là, on a des personnes qui profitent énormément du système parce que justement, il y a ces profits qui sont créés et puis en même temps qui polluent énormément. En Suisse, les 15 familles les plus riches de Suisse, avec leurs investissements, polluent autant que l'entier de la population en Suisse. La place financière suisse pollue 20 fois plus que l'entier de la population en Suisse. Et du coup, nous, ce qu'on dit avec l'Initiative pour l'avenir, c'est que c'est absolument là qu'il faut faire un changement. Et ce qu'on veut faire, justement, c'est prendre l'argent nécessaire au changement Dans la poche des riches. dans la poche des ultra-riches avec cet impôt et ensuite le réinvestir dans 3 domaines particuliers qui sont le travail, les logements et les services publics. Les riches qui auront un peu moins d'argent pour engager les gens. Voilà, avec cette initiative. Ou voler en jet privé, ou bien polluer. Aussi, c'est juste. Sébastien, puis Marie-Mère. Oui, déjà, ce que je dirais, ce qui me fait de nouveau un petit peu sourire, c'est que j'ai l'impression que peu importe le sujet dont on parle, c'est tout le temps la réponse des jeunes socialistes notamment, on va taxer les ultra-riches. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que les ultra-riches, comme vous dites, ils sont aujourd'hui garants de 80% des rentrées fiscales en Suisse. Donc, je me réjouis de voir le jour où on taxera 50% sur les successions, où iront les successeurs de ces ultra-riches, et dans quel état seront nos finances. En même temps, Peut-être. on a 1% de la Vous me laisserez finir, merci, je vous ai pas interrompu, merci. Merci, je ne vous ai pas interrompu. Et donc, de ce contexte-là, je pense qu'il faut peut-être un tout petit peu sortir de ces clivages ou de ces discours politiques préfabriqués où finalement on casse toujours ce qui nous fait plaisir sur à peu près n'importe quel sujet. Il faut plutôt aller dans une logique de pragmatisme où on doit, plutôt que de chaque fois recaser, comme je l'ai dit, nos thèmes, aller vers les vrais problèmes. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est notre approvisionnement énergétique et notre consommation d'énergie. Marie-Mère. Oui, alors juste pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport aux riches et taxer davantage les riches, c'est vrai que l'idée peut paraître louable. Néanmoins, on a pu voir qu'en France, On ne perd pas de vue oui, pour le le climat, sens de notre débat. mais que finalement le problème, comme il l'a évoqué, il va se déplacer parce qu'on a vu en France quand les impôts ont augmenté, ben, ils sont venus chez nous les riches. Donc là, on va perdre les riches, on va perdre nos 80% de taxes de recettes fiscales. Mais aussi, il y a une autre problématique, parce que c'est très intéressant que le Parti socialiste parle de cette manière, parce que c'était quand même un parti qui soutenait corps et âme la taxe CO2, qui, je le rappelle, faisait en sorte que le ticket d'avion coûte 20 francs en plus, et l'essence taxée, je ne me rappelle plus exactement, mais à 20 francs en plus. Mais il faut être conscient que les personnes à bas revenus,
sont celles qui polluent peut-être le moins et auraient dû se priver d'aller en voyage parce que 120 francs, c'est énorme. Et sur un tu as billet raison, et je pense pas justement que c'est à la population de payer pour la crise climatique. C'est justement aux personnes qui polluent le plus et qui profitent le plus du système, et non à nous, justement, comme l'a montré la votation sur la RACO. Ben, je pense qu'il faut trouver plutôt une solution conciliante qui taxe pas trop les personnes à haut revenu parce qu'il faut qu'elles restent chez nous, on en a besoin. C'est pour ça que l'initiative prévoit dans les mesures transitoires d'empêcher l'évasion fiscale et de prendre des mesures concrètes pour éviter que l'argent parte et reste en Si on parle des dons et de succession, hein, c'est juste. La personne physiquement peut partir. Elle peut partir, elle peut quitter la Suisse puis aller dans un pays comme le Panama ou bien d'autres pays. On a vu Gérard Depardieu qui est parti en Russie. Mais si sa richesse reste en Suisse, ça continue que le fait qu'une fois que cette personne meurt, si elle a son domicile fiscal en Suisse, elle sera taxée en Suisse. Oui, Donc, mais c'est un elle revenu qui sera sera touché en Suisse. À mon sens, cette personne, elle aurait réfléchi puis elle aurait fait un compte offshore au Panama. C'est ce que tu ferais, toi? Moi, je sais pas. C'est l'avocat. Non, je dois faire. Taxer les riches pour le climat. Bonne ou Alors, mauvaise idée? Il faut savoir que plus les riches sont riches, plus les pauvres sont riches. Mais c'est pas vrai! C'est Alors, c'est pas vrai! c'est non. Les inégalités de richesse ne font que augmenter en Suisse. L'année passée, il avait 1% de la population, il est 42%. Je crois que vous avez la parole à moi. Il est à 45%. Alors, je sais pas si tu connais Raphaël Monnier, mais il avait été Raphaël Monnier. Voilà. Oui, je m'adresse à Raphaël. Voilà, merci. Alors, évidemment, après, il y a un fossé. Les riches gagnent plus en richesse que ce que les pauvres gagnent en richesse, mais il est évident que quand un patron gagne de l'argent, il pourra mieux rémunérer ses employés, en engager plus, rendre sa société bien plus rentable. Verser plus de dividendes, mieux rémunérer ses actionnaires et augmenter son salaire. Ça dépend de tous Mais les vous voyez qu'une partie de l'équation, chaque fois, si je peux me permettre. parties Vous faites que ça, l'équation. Effectivement, les riches, et vous l'avez dit autrement, certainement mieux que moi, donnent du travail aussi. Évidemment, c'est une évidence. Mais après, c'est dommage de Mais ça- polariser Ça le pas débat. du tout, exactement. Parce que quand vous avez les vous travaillez. Pardon. C'est dommage de polariser le débat pour dire ah, c'est de la faute des riches. Nous, on est tous ici parce qu'on a envie de résoudre cette urgence climatique et mettre ce débat dans l'idéologie. Ah, c'est le capitalisme. C'est dommage, il faut trouver des solutions concrètes. Et je dis pas que c'est la faute du riche, je dis que c'est la faute du système capitaliste qui fait bénéficier les riches. On va donner équitablement la parole. Anthony, après, je vais te redonner la parole. Anthony. Donc, je parlais du coup de résoudre Sur cette initiative, hein, pour la ouais, le problème de résoudre le problème de l'urgence climatique. Alors en fait, les riches, c'est ça en fait le problème de l'urgence climatique en immense majorité en fait. Faut savoir que les 1% des plus riches de la planète polluent pour plus de 50% en fait. Et c'est ça en fait, c'est les riches qui polluent le plus. Et du coup, on pourrait prendre par exemple comme mesure ce qu'on voit dans les deux parties chez les Verts, que la consommation d'énergie devrait avoir un prix qui serait exponentiel selon la consommation. Du coup, quand on consomme de manière normale, comme un citoyen normal, et qu'on pollue du coup pas trop, bah, on paye quelque chose de normal. Et puis, quand on est une personne qui prend les 3/4 du gâteau pour soi-même, voilà, il va falloir payer. Parce que c'est les riches vraiment qui sont responsables. Et du coup, c'est là qu'il faut payer. Il y a des petits mots qui s'échangent entre le PLR et l'UDC. Oui. Bon, là, je vais peut-être un peu briser notre amitié. Mais non, je vais juste recentrer le débat parce qu'on parle aussi d'écologie, on parle d'énergie, mais il n'y a pas que les énergies en cause dans le présent débat. Je pense, ce soir, j'ai mis les couleurs, certains pensent c'est les verts, mais non, c'est les couleurs de l'UDC. Pourquoi? Parce que nous, on prône déjà une agriculture locale et pour nous, ça, c'est déjà une solution de base. Maximiser notre production alimentaire en Suisse pour arriver au maximum de ce qu'on peut produire. Bien sûr, on n'arrivera jamais à un taux de 100%, 100%, mais on arrivera au plus possible pour limiter les accords de libre-échange. Parce que je dois avouer que l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, moi, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant à importer de là-bas. Et puis, ou bien encore, toutes ces circulations de marchandises. On va à la Migros, on croise une tomate qui vient d'Espagne. Donc, on va aller, on peut produire des tomates, on peut aller chez notre jardinier. Donc, je ne vois pas pourquoi
en échange des denrées qu'on peut produire chez nous. Il suffirait d'en produire plus et d'investir beaucoup plus dans l'agriculture et de soulager nos agriculteurs qui souffrent énormément parce qu'ils sont sous-payés et ils n'ont pas beaucoup de rendement justement à cause de ces lobbies et de ces accords de libre-échange. Je suis heureux qu'on revienne enfin sur le terrain des solutions et pas seulement sur le terrain du match de ping-pong entre gauche et droite. Je te rejoins. Il faut aujourd'hui soutenir l'agriculture. Je pense particulièrement qu'on le voit dans les régions de montagne, parce que aujourd'hui, les agriculteurs et les populations de montagne, d'une manière générale, sont régulièrement attaqués par certains proposeurs et certains décideurs politiques. Et aujourd'hui, clairement, il y a une grande part de l'émission de CO2 qui est liée à l'alimentation et à l'exportation ou à l'importation d'alimentation. Donc, on doit privilégier nos agriculteurs locaux, tout d'abord en régulant efficacement le loup pour ne pas relancer un débat qui est suffisamment débattu. Également en assurant les paiements directs pour les agriculteurs, parce qu'on sait qu'on a des propositions aujourd'hui et que je trouve absolument scandaleuses de supprimer les paiements directs pour les agriculteurs qui ne seraient pas biologiques. Donc, qu'on vient de m'expliquer que c'est mieux d'aller acheter chez un agriculteur espagnol biologique plutôt que chez un agriculteur suisse non biologique du point de vue climatique, j'ai de la peine à le comprendre. Et enfin, et je pense que c'est aussi un débat qu'on doit avoir pour élargir peut-être ce débat, c'est de développer des infrastructures au niveau de la mobilité, parce que la mobilité est un thème qu'on n'a pas suffisamment exploité. Et aujourd'hui, la mobilité, elle est centrale à l'heure où en fait le modèle de la voiture individuelle est appelé probablement à disparaître. On doit absolument développer des alternatives de mobilité, particulièrement dans les régions de montagne. Je pense que je suis assez bien placé pour le dire puisque je viens du Val-d'Airain. Et lorsque je vois qu'il y a un bus en moyenne chaque 2 heures dans un village comme Evolène, il y a quand même près de 1500 habitants, je me pose la question sur qu'est-ce qu'on va faire de ces villages dans l'avenir si on n'a pas un concept de mobilité cohérent. J'ai après une question de mobilité, mais pas celle que vous imaginez. Raphaël Vignier, pour terminer ce tour de table. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est le but, si on veut consommer, parce qu'on parlait de consommation, notamment des agriculteurs, si on veut consommer décarboné, c'est consommer local et de saison. Mais il faut bien spécifier ces 2 saisons. Si on veut manger des fraises au mois de février, si c'est des fraises suisses, elles sont faites sous serre et c'est absolument hyper carboné. Et à ce moment-là, on a meilleur temps de manger des fraises qui ont été cultivées en Espagne, où là, le climat est plus favorable et il y a juste le transport qui aura été carboné. Chauffer une serre, c'est bien plus carboné que juste planter des fraises en Espagne. C'est pour ça qu'il faut pouvoir importer notre nourriture et manger local de saison de préférence. Si on a d'autres envies, venir d'un endroit où c'est planté, mais pas sous serre. Pas sous serre chauffée, du coup. Et on a nommé plein de mesures concrètes que moi je soutiens entièrement. Je pense que l'agriculture que les personnes qui travaillent dans l'agriculture doivent être mieux rémunérées. Les marges de la distribution doivent être baissées. On ne doit pas faire de profit avec l'alimentation de façon générale. On a besoin d'investir dans les transports. On a besoin d'investir dans le logement, dans la rénovation des logements. Mais comment on finance ça? Et puis du coup, c'est ce qu'on propose nous avec l'initiative pour le Fonds Climat. C'est ce qu'on propose nous aussi avec l'initiative pour l'avenir. C'est justement de dire, on a besoin d'énormément d'argent pour cette transition écologique. On va chercher l'argent là où il y en a, et il y en a actuellement dans la poche des plus riches. Et puis du coup, on l'investit dans l'avenir de toute la population. Oui, j'aimerais juste répondre. Au lieu d'imposer, pourquoi pas couper dans des budgets de la Confédération qui ne sont pas forcément utiles? Les avions. L'armée. Non. Alors, l'armée, il faut savoir l'armée, alors, on ne va pas parler du fond de l'armée, mais l'aide sociale, c'est 28 milliards par année, le budget. Donc, on prend l'armée, la formation et les transports réunis, ça fait l'aide sociale. Donc, il y a tout de même une problématique. Donc, on supprime l'aide sociale et cet argent, on le met dans le climat. On ne supprime pas l'aide sociale car c'est tout de même important d'avoir ce système en Suisse, c'est notre filet. C'est ce qui nous assure. On le rend plus strict parce que, vu que je suis un peu dans le métier, je constate qu'il y a des personnes qui périssent à l'aide sociale, qui sont pendant. Normalement, l'aide sociale, c'est censé être un tremplin. On a un coup dur dans la vie, on a ce filet social qui nous rattrape, mais dans les 3 mois, 4 mois, on est censé tout faire pour trouver un job. Même si on est médecin, on doit accepter d'être
livreur de pizza, par exemple. On doit le faire, c'est le principe de l'aide sociale. Le problème, c'est qu'il y en a qui abusent du système. Les fonctionnaires, enfin les personnes qui gèrent ça, les communes, sont surchargées. Elles laissent les piles de dossiers traîner. Et donc, pour pallier à ça, pour pallier à ces dépenses, on devrait utiliser les personnes qui sont à l'aide sociale, notamment les services communaux. Mais moi, je connais d'autres personnes à l'aide sociale qui volent en jet privé, qui ont un yacht, qui vont en hélicoptère à Zermatt l'hiver. Non, mais ils devraient travailler, ce qui est bien. Ça contribue à la C'est société. vrai, il y a un peu du débat. Mais- Pour Revenir, bah, on peut couper donc, toutes ces choses inutiles. Les fonctionnaires- Inutile de soutenir les gens. Moi, Non, pas. Là, il ne faut pas retirer mon propos. L'aide sociale, Tu c'est connais bien. beaucoup de personnes qui abusent de l'aide sociale. Malheureusement, oui. T'en connais, personnellement. Mais je vais pas les pas de débat sur l'aide sociale, parce que c'est pas le thème du sang, mais Non. vous avez tous plein de bonnes idées, et franchement, moi, je vous salue. Il y a des idées beaucoup plus simples, d'après moi. Alors, je ne vais pas être d'accord avec la droite, mais par exemple, pourquoi on ne supprime pas ces grosses bagnoles qui polluent, ces gros SUV pourquoi on ne taxe pas l'essence, aller à 5 francs le litre? Ça, c'est pas une bonne idée, ça? Même le kérosène, il n'est pas taxé. Mais voilà. Là, c'est la vraie idée pour le climat. En fait, faut voir au niveau de la technologie comment elle avance. Il y a tout simplement des gens qui n'ont juste pas les moyens actuellement de s'acheter une super voiture toute neuve électrique pour. Donc, ils achètent des vieilles bagnoles polluantes. Ils n'ont pas le choix. Il faut penser aussi aux gens les plus pauvres. C'est C'est le PLR des bien, évidemment, tous les partis. Là, t'as une façon de retourner la Évidemment, une personne qui n'a pas les moyens, comment elle fait pour acheter une voiture électrique? Une personne qui n'a pas les moyens, elle fait quoi? Elle marche à pied. Eh ben, elle prend le bus dans un État qui investit collectivement dans les transports publics, dans la santé, dans l'aide sociale, Donc, pour pouvoir se permettre de vivre. Donc, par exemple, Sébastien, si 13 ans, Comment tu vas il a dire un ça, bus, il a un bus tous les 2 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, l'État doit investir dans justement le développement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et ça coûte de l'argent, et c'est pour ça qu'on veut mettre juste cette cible. Et mettre de l'argent sur Maintenant, comment est-ce qu'une personne qui a un endroit Ben qui est très mal desservi, Demain, moi je sais, le 22 octobre, on élit des personnes au Parlement qui veulent investir dans les transports publics, qui veulent investir dans les rénovations des bâtiments, qui veulent investir dans un futur. Je repose ma question. il faut voter, viens. Je pose ma question. On interdit les grosses bagnoles, on surtaxe l'essence et on développe les transports publics. Ça, c'est une bonne idée. Alors, pas du tout, non, parce que. Du tout. Bah, je vais prendre par exemple l'exemple de j'habite dans le Val d'Airain. Ça a l'air de très loin. Non, dans le Ça sens. va aller pour retourner dans le Val d'Airain ce soir? pas que en transport public. Après, le problème, en fait, il sera inversé parce que si on augmente les bus, il y aura forcément des bus vides parce que je ne pense pas qu'à chaque heure, les personnes de ta commune descendent en pleine. Je pense qu'il y a des heures fixes et en fait, le problème sera déplacé parce qu'un bus, ça consomme et il y a quand même des milieux dans lesquels avoir une voiture, c'est important en habitat vide. On va se déplacer en voiture. Donc, je ne pense pas qu'il faille taxer. Puis taxer, c'est antisocial. Il faut arrêter de vouloir tout taxer. L'essence, actuellement, 50% du prix de l'essence, c'est des taxes qui génèrent des recettes. Taxer les riches, c'est de la justice sociale. Mais tu proposes quoi en fait? Si tu dis non, faut pas taxer l'essence et tout, faut Je pense laisser. qu'il Tout faut- va bien au niveau du climat. On peut laisser, on va vers les plus 3 degrés. Alors, C'est bon. investir plus dans les transports, je dirais quand même non, parce que le problème, c'est qu'on a investi beaucoup. On a investi énormément, on a voté plusieurs milliards d'ailleurs, j'ai plus le chiffre exact. Mais si on regarde, on est tous romans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'AG pendant plusieurs années. Et j'ai vu le déclin des CFF. Au début, les trains étaient à l'heure, c'était génial. J'arrivais, je sautais dans le train. Et puis, par la suite, retard 4 minutes, 10 minutes, annulé. J'ai vécu un nombre incalculable de suppressions de trains, alors que c'était le dernier train. Et il y a un rapport qui est sorti dans le Blick. Je cite très rarement ce journal, mais pour le coup, c'était un bon rapport qui disposait que les CFF avaient négligé la Romandie. Il faut savoir qu'ici, les trains qu'on a en Valais, c'est les trains qu'ils avaient il y a 20 ans en Suisse allemande. Donc peut-être il faudrait remédier à cette problématique, arrêter de donner autant de fric au CFF. Je n'ai pas la solution miracle, mais peut-être faire instaurer la concurrence pour qu'il y ait des offres liées à ça, que les prix baissent. On peut dire aussi que prendre sa voiture aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Essayer d'arriver à l'heure, à un rendez-vous à Lausanne, par exemple, en partant du Valais, c'est très très compliqué.
sauf si on transport prend public. 4-5 jours d'avance, on peut y arriver. Oui, on peut partir à 2h du mat. Hein, Mais c'est oui, pas- effectivement, c'est pas- c'est très compliqué. Mais moi, je me pose la question, c'est au final, donc, il faut consommer, comme j'ai compris, plus décarboné possible, utiliser très décarboné, un peu comme en Corée du Nord, je pense qu'on passait à la fossile, des choses comme ça. À ce moment-là, oui, il y aura plus de carbone, mais à ce moment-là, le niveau de vie, il serait drastiquement en dessous. Le but, je pense, c'est quand même, grâce à l'innovation, qui est perpétuelle, on la voit tous les jours, l'innovation, c'est magnifique. Grâce à l'innovation, conserver notre niveau de vie et résoudre les enjeux climatiques. Je parle à Sébastien. Ou la Mathilde. Pour revenir à la question initiale qui était est-ce qu'il faut taxer et interdire les grosses voitures? Excellente question. Allez. On peut l'accorder ou pas, mais toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui on prend le problème dans le faux sens. De nouveau, je vais prendre l'exemple des Volènes parce que c'est à côté de chez moi. Mais comment vous voulez justifier à quelqu'un qui habite en montagne, qui n'a pas d'autre choix concrètement que de prendre sa voiture, de dire oui, on va te taxer ta voiture, on va taxer l'essence, on va taxer ta voiture, alors que concrètement, c'est pas que la personne n'a pas de volonté d'être plus verte, c'est juste qu'il n'y a pas d'offre. Donc on doit développer cette offre. L'offre, elle doit se développer alors, d'une part, dans les services de bus, mais aussi, et je pense qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, dans les liaisons câblées. On voit que c'est de plus en plus à la mode en Valais. Et je pense que là aussi, on voit que les conditions d'attribution par la Confédération de subventions pour aider les communes et les cantons dans ce genre de projet sont assez strictes. Aujourd'hui, une mesure concrète que l'on doit mettre en place, c'est l'assouplissement de ces conditions pour que le changement climatique, la transition énergétique ne soit pas le synonyme de la mort des fonds des vallées latérales. Mathilde, donc, tu peux être d'accord avec ce qu'on appelle l'exception valaisanne. Sur les fonds de vallée, c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'un véhicule pour se Oui, rendre clairement, dans le clairement. Dans le Moi, Val-de-Saône, ce qui n'est pas le cas à Genève. Ouais, non, clairement. Et je pense vraiment enfin, c'est une question de niveau de vie, c'est une question de confort. Et en fait, il y a même des études, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais les coûts qui vont être engendrés justement par la crise climatique sont beaucoup plus élevés que les coûts d'investissement justement dans une transition et dans une transformation écologique. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, hein, combien ça coûte d'aller éteindre des incendies? Combien ça coûte de refaire tous les toits de la Chaux-de-Fonds? Combien ça coûte d'aller héliporter de la neige sur les pistes? Ça, c'est des choses qui sont hyper chères et puis qui ont un vrai coût. On parle de pouvoir, tu nous as nommé l'exemple de la Corée du Nord, mais enfin, est-ce que c'est vraiment en Corée du Nord qu'on a envie d'habiter demain? Enfin, la Corée du Nord, c'est un pays, c'est une dictature où il y a ni liberté ni égalité. Nous, ce qu'on veut actuellement, c'est que tout le monde puisse décider dans ce système. On veut une démocratisation de l'économie. Ça veut dire que tout le monde ait le pouvoir de dire qu'est-ce qu'on produit, de quoi on a besoin. On veut une économie qui soit orientée sur les besoins de la population et puis pas sur les profits d'une poignée de personnes. Et du coup, c'est vraiment cette transformation-là radicale qu'on a besoin pour bénéficier toutes et tous demain d'un avenir, parce que sinon, ça va être vachement chaud. Alors, je suis absolument d'accord que la transition, elle est primordiale, mais par rapport à vivre en Corée du Nord, en fait, je me référais à un post Instagram que tu as fait en Corée du Nord, où tu as dit que grosso modo... Ah, c'était peut-être en Chine, mais un pays communiste qui est un grand pollueur quelconque, comme quoi tous les socialistes du monde étaient unis. Et c'était à ça que je faisais référence, évidemment. Mais la Corée du Nord, c'est pas un régime socialiste comme nous, on veut du socialisme. Nous, on veut un socialisme comme c'est. Nous, ça veut dire que tout le monde peut décider. Ça veut dire qu'on a une société sans discussion, sans égalité. Non, c'est un peu une dictature. Merci. Comme la Chine. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on met concrètement en place? Moi, je l'ai dit, on essaie de réinstaurer du nucléaire, on essaie de faire un espèce d'éventail énergétique avec de l'hydraulique, de l'éolien, beaucoup de solaire, le temps que le nucléaire arrive. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle énergie on utilise? Est-ce qu'on est obligé d'importer de l'extérieur? Parce que sans le nucléaire, ce sera le cas. C'est déjà le cas. On importe déjà 60% de notre énergie. Oui, oui, effectivement. Mais est-ce qu'on doit continuer comme ça ou est-ce qu'on doit tendre vers une souveraineté? Qu'est-ce que les jeunes socialistes proposent concrètement? Concrètement, on veut que ce virage économique, il ne soit pas seulement en Suisse, que ça doit être un virage économique qui se fasse ensemble, puisque les émissions CO2, le CO2 de façon générale, c'est quelque chose qui circule, hein, je ne vous apprends rien. Et du coup, on a besoin, que ce soit en Europe, mais surtout en Suisse. Et en Suisse, je pense qu'en Suisse, on peut montrer l'exemple. Concrètement, ce qu'on veut en Suisse,
c'est justement avoir des investissements massifs dans l'énergie renouvelable. Qu'on ait vraiment une transition et qu'on quitte les énergies fossiles et nucléaires pour pouvoir avoir un approvisionnement en énergie qui puisse nous permettre de ne pas dépendre justement de l'énergie nucléaire de France ou de l'énergie du charbon d'Allemagne. Ce qu'on veut ensuite, concrètement, c'est, puisqu'il y a 3 sources principales d'émissions de CO2 en Suisse, c'est le logement, le transport et aussi le service public. Du coup, au niveau du logement, ce qu'on veut faire, c'est des rénovations des bâtiments qui soient... Non, allez-y, on l'a déjà dit, il me semble qu'on tourne un petit peu en rang. Finissez. Des rénovations des bâtiments, c'est peut-être un nouvel élément qui n'entraîne pas d'augmentation des loyers et du coup qui n'entraîne pas une augmentation des coûts pour la population. Et puis finalement, des investissements massifs dans le service public. Parce que moi aussi, ça m'embête d'arriver en retard à Lausanne ou à Berne. Mais je ne pense pas que la solution, c'est justement d'avoir un système comme en France où les trains sont supprimés, etc. Mais d'avoir ensemble des investissements qui augmentent les fréquences et les fréquences en général, et pour permettre à tout le monde de prendre le transport public sans transport. Oui, j'aimerais juste rebondir sur le fait que, bon, je ne veux pas reparler du nucléaire, mais tu l'as exclu, et le problème, c'est que je reprends encore sur Andreas Luttel, c'était l'expert. On ne fait pas de ça nucléaire, on l'a déjà fait pour 15 minutes. On le fait pas. Seulement, ouais. Non, je parle juste des énergies renouvelables. Le problème, c'est que si nous, on se concentre uniquement sur ça, l'hiver, on sera obligé de participer aux négoces avec les autres États. Parce que l'hiver, le soleil, il ne produit pas autant que l'été, il n'en produit presque pas. Ça dépend beaucoup trop de la météo. Donc, on devra aller demander à nos copains européens de nous vendre de l'énergie, et ce sera de l'énergie fossile. Donc, on tourne, ou nucléaire, donc on tourne au rond. Et moi, je pense aussi, là, rebondir sur un sujet intéressant, ce serait bien qu'on soit souverain en approvisionnement électrique. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir qu'en situation de conflit, en situation de crise, notamment pendant le Covid, la solidarité entre les pays n'existe plus. On avait commandé des masques, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont transité par l'Allemagne, ils ne sont jamais arrivés en Suisse, parce que les Allemands en avaient besoin. Donc, dans ce type de situation, je pense qu'il faut viser une souveraineté énergétique et prendre toutes les solutions ensemble. Il y avait les parcs solaires alpins, on a plus de l'énergie. Vous avez dit non. Oui, on a dit non. Magique. Non, alors non, parce que, en fait, la problématique, et d'ailleurs, tout le Valais a dit non. Enfin, une partie du Valais. 53,96%. Exactement. Voilà. Et puis, donc, parce qu'aussi, il ne faut pas investir dans l'énergie renouvelable à tout prix. L'autre Suisse, elle est quand même appréciée. Nous, on l'aime, on est content parce qu'on a aussi ces beaux paysages. Donc, si on va tous allier avec des parcs solaires en montagne, ça perd sens. Néanmoins, des parcs solaires en plaine sur les toits des particuliers, ça peut être intéressant peut-être d'encourager, défiscaliser davantage cette situation. Exactement. Et juste les barrages, parce qu'il fallait quand même rebondir sur les barrages. Je veux les rehausser, je prends les barrages. Aussi, les barrages, ça aura un impact étant donné qu'on a 422 barrages en Suisse et on a environ 700 d'énergie hydraulique. Donc, rehausser, je ne suis pas physicienne, mais je pense que si on rehausse 422 barrages de plusieurs mètres, ça générera plus d'énergie. Encore une fois, le potentiel des barrages a déjà été exploité. Du coup, rehausser les barrages, ça ne va pas apporter beaucoup plus d'énergie. On va avoir un trou de 60%, voire plus de notre énergie qui va juste disparaître si on veut sortir du fossile. Maintenant, il faut en fait pouvoir assurer notre sécurité énergétique. Et c'est pas en disant qu'ok, on va augmenter nos barrages, donc on va avoir un tout petit pourcentage en plus. L'idée, c'est que notre consommation d'énergie actuellement elle est immense, elle est hautement dépendante des énergies fossiles et donc des autres pays extérieurs. Et ce qu'il faut maintenant pour gérer ce trou, c'est pouvoir investir dans les énergies renouvelables pour avoir une sécurité énergétique, mais surtout consommer moins, parce que on ne peut pas remplacer... Encore une fois, je crois que tout ce que vous dites fait sens. On peut mener en parallèle plusieurs politiques et j'ai l'impression qu'elles ne doivent pas s'opposer. Voilà. On finit avec ces deux messieurs. Après, j'ai une toute dernière question qu'on donnera la... Elle va être rapide, la dernière. On donnera la parole à Savélise. Alors, j'ai deux petites choses à dire. Une à Mathilde et une à Anthony. Si on applique une politique socialiste, vous parlez d'investissement. Le petit problème, c'est que les investisseurs seront pauvres, du coup, il n'y a plus de riches qui investiraient. Là, ça serait un peu un... On revient au début, là. Non, mais le but,
c'est donc de trouver vraiment des entreprises qui C'est sont pas les investisseurs qui sont pauvres. Si on répartit toute la richesse qu'on a en Suisse actuellement de façon équivalente. Toujours pas d'accord. Hein, tout à l'heure, donc, je sais pas. Enfin, l'argent, il reste. L'argent, L'État peut investir parce que les conséquences du réchauffement climatique engendrent des coûts immenses, comme elle disait avant, et du coup, c'est à l'État d'investir dans ce genre de choses. les entreprises d'innovation technologique, évidemment, veulent investir pour pouvoir avoir des nouvelles technologies, faire des brevets, se faire de l'argent sur le dos des pauvres, peut-être, comme je pense que. Et c'est le fait que ce soit privé force une concurrence et un investissement, et évidemment des technologies qui sont meilleures et plus rapides sur le marché. Et la deuxième chose que je voulais parler, c'est sur le rehaussement des barrages. Effectivement, on arrive à un stade où on peut rehausser les barrages de pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose de conséquent. Il manque en hiver environ 5 TWh d'électricité. Si on rehausse les barrages en vallée, les barrages valaisans fourniraient environ 0,5 TWh. Donc là, on a déjà au moins 10% de l'énergie manquante qui serait disponible. J'en ai parlé pas plus tard que lundi à un doctorant en climatologie. Donc ces 10%, c'est pas négligeable. Et je trouve dommage de dire, ah, il faut pas rehausser les barrages parce que de toute façon, on est presque au maximum et c'est quelque chose de négligeable. Tout est bon à prendre. C'est vraiment un On est éventail de là possibilités. sur le lancement des barrages. Hein. Ça fait pas débat. Moi, j'ai Hein. pas d'avis sur ça. Voilà. C'est un lien avec Monsieur Divalère. Alors, ce que j'aimerais dire pour conclure, puisqu'on finit par moi, c'est que je suis extrêmement content d'entendre que les UDC sont pour la souveraineté énergétique de la Suisse et que les jeunes socialistes soutiennent la création d'énergies renouvelables. Et donc, j'espère cordialement que vous serez avec nous lorsqu'il faudra relancer les projets de solaire alpin ou lorsqu'il faudra rehausser des barrages. Et je terminerai essentiellement par là. Je pense qu'aujourd'hui, si on était dans la même perspective politique que celle qui est prônée par certains de mes collègues de gauche et certains de mes collègues de droite, un projet comme celui de la Grande Dixence se serait peut-être jamais fait et qu'aujourd'hui, il faut peut-être aussi avoir des projets un peu plus fous pour pouvoir dépasser cette logique-là. On est d'accord, j'aime bien ce genre de conclusion. Dernière question. Ils avaient 20 secondes chacun, pas plus, hein, sinon on éteint la lumière. Est-ce que celles et ceux qui se collent la main aux routes ou au tarmac font du tort à la cause climatique? On commence par Mathilde et on revient jusqu'à Marie-Bertrand. Mathilde. Non, parce que je pense que ce qu'elles font, c'est qu'elles provoquent. Et si elles provoquent, ça veut dire qu'il y a un statu quo. Et ce qu'on veut, c'est avancer. Anthony, on voit que les Verts ont perdu entre 3 et 4 points d'intention de vote dans les urnes. On dit notamment c'est parce que les Verts n'osent pas critiquer et dénoncer l'action de ces activistes climatiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense plutôt que les Verts n'utilisent pas suffisamment bien les activistes qui font de la résistance civile. La résistance civile pour le climat, elle fait avancer les choses. On voit dans l'histoire, il y a plusieurs exemples comme les suffragettes pour les droits de vote des femmes. Du coup, oui, c'est même reconnu par l'ONU. Il y a un rapporteur spécial de l'ONU qui défend la résistance civile au niveau international. Bravo. Concrètement, non, je ne pense pas qu'on avance beaucoup en se collant la main sur le béton. Donc, je pense que l'engagement politique est plus efficace et répond plus sincèrement à ces besoins-là. J'ai pas trop long. Type de réponse chez Raphaël. Et chez... Provoquer pour avancer, c'est pas la solution. Innover pour avancer, c'est la bonne solution. Joli slogan, vous devriez faire de la politique. Oui, alors moi je trouve que c'est totalement ridicule et absurde de faire ça dans une société démocratique. On peut faire des initiatives, faire des débats comme ce soir et également faire des référendums. Et franchement, moi si je croise un, je sors de ma voiture puis je la décolle sa main parce que emmerder le monde comme ça, je trouve qu'il y a des limites. On souhaite pas l'activiste. Allez, on vous applaudit, vous avez été on se sert de main à la fin d'un volume de qualité. Restez peut-être là avec nous. Oui, les questions. On a un peu peur des questions. Dans le plan climatique de la gauche, dans l'équation, on n'a pas parlé. On peut taxer les suffrages, ça me convient, je contre, mais on n'a pas parlé de la prise de risque, la responsabilité des entrepreneurs. Ça fait 9 ans que j'investis dans les sociétés, dans les startups. Il n'y a personne qui vient contrôler mes comptes quand une entreprise ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui vient payer une facture à la fin du mois si les entreprises ne se développent pas. Aujourd'hui, on veut taxer les ultra-riches. Ça veut dire qu'on va mettre sur l'école, l'innovation,
motivation des jeunes entrepreneurs en Suisse aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de banques qui n'aident plus les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Et donc, le parallèle à ça, on va quand même parler du climat, parce que c'est le thème de votre débat, le plan climatique de LCD Farich, qu'est-ce qu'on va faire avec des entrepreneurs qui ne veulent plus investir dans l'innovation, le développement de l'énergie? Aujourd'hui, je crois que c'est un vrai problème. Vous allez vouloir taxer toutes les grosses industries de panneaux solaires, de développement éolien, de développement hydroélectrique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens qui ne veulent plus investir? On a l'État développé avec quel argent et quelle motivation, surtout quelles compétences, et est-ce qu'on va avoir autour des gens qui vont étudier dans l'innovation en Suisse? Vous êtes entrepreneur? Oui. Est-ce que vous avez plus de 50 millions? Ça, c'est une question. Oh, vraiment. J'imagine que non, parce qu'il y a environ seulement 2000 personnes en Suisse qui ont plus de 50 millions, et du coup qui seraient concernées par l'initiative, et du coup, votre entreprise ne serait pas concernée justement dans le cas d'un décès du plus grand actionnaire, et du coup qui devrait être taxé. Je pense pas, et le cœur de la question c'est est-ce que je crois en l'innovation ou pas? La question c'est non. On a vu, ça fait 150 ans, notre consommation d'énergie, la crise climatique aujourd'hui qu'on a, c'est le résultat de 150 ans d'innovation. Alors bien sûr, il y a eu des innovations qu'on salue dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, qui sont des choses qui amènent du progrès pour répondre aux besoins de la population. Mais l'innovation en tant que solution dans laquelle on attend toujours, qui arrive toujours pas, etc. Enfin, vous nous appelez, nous, à gauche, des idéalistes, mais vous croyez en le capitalisme qui est une solution qui ne marche pas. On l'a déjà vu. Alors, c'est qui les idéalistes? L'innovation, dans le terme de solution, dans le cas de solutions climatiques, elles amènent un effet qui est l'effet de la... On a une innovation, et puis le résultat de cette innovation, même si on a une efficacité énergétique plus haute, va amener une consommation d'énergie plus haute. Et je crois qu'on est tous d'accord, enfin en tout cas nous deux ici, il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie. Et du coup, l'innovation n'est pas quelque chose dans lequel on peut croire, parce que ça fait 150 ans que c'est pas... Juste pour monter sur ça, on a une start-up au Valais, Redelec Technologies, qui a créé une technologie de réduction pour le teint, le jeans, on a beaucoup de seulement jeans dans la salle, avec 95% le besoin en énergie et un produit pour teindre les jeans. Tu sais que le textile, c'est un des facteurs les plus, disons, carbone sur la planète. Et donc, on vient de dire que l'innovation, ça ne fonctionne pas. On a Valais, Harry, une start-up qui a créé ça, qui permet, sur tous les habits produits en Chine, parce que nos habits viennent de Chine, de Bangladesh et d'autres pays d'Asie, 97% de production, donc on les met dans le tambour, les jeans dans le tambour, il y a 95% d'énergie en moins pour produire. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que l'innovation, ça n'amène pas une aide à la transition énergétique. Les panneaux solaires, ça vient de l'innovation. On ne les a pas construits avec des pierres et des bois. D'accord? Les panneaux solaires, l'hydroélectrique, la même chose. On ne capte pas avec l'énergie Je éolienne. dis qu'une croyance aveugle en innovation. Il n'y a pas de croyance aveugle. On ne va pas toute la crise climatique avec des jeans fabriqués en Valais. Pardon, je parle de la technologie des jeans. Et c'est là où vous faites erreur. Vous pensez qu'on doit changer la production en Valais. Le Valais, avec la Lonza, le centre de l'EPFL, le Valais, c'est un centre innovant et on ne doit pas le négliger. Et ça, je ne suis pas d'accord de l'entendre. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas résolu déjà la crise climatique puisqu'il y a de l'innovation depuis 150 ans? Comment ça se fait que la solution n'est pas encore là? Mais non, ça fait depuis les années 70 qu'on en parle. 50. 5 ans. Non. 172, ça fait 50. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve assez bizarre de dire l'innovation, de temps en temps ça fonctionne, de temps en temps ça ne fonctionne pas. Typiquement, j'ai parlé des gaz CFC. On en mettait partout, dans nos frigos, dans nos comment ça s'appelle? La laque, voilà, les déos. On en mettait partout. Et on s'est dit, on a remarqué que l'ozone, à cause de ces gaz, diminuait. Et du jour au lendemain, on a dit, ok, on interdit ces gaz, on a trouvé une solution directement. Et on n'a pas perdu nos frigos pour autant. On a innové parce qu'on en avait besoin. Et on s'est dit, c'est l'innovation qui nous a sauvés. On a toujours nos frigos, on n'a pas besoin de gaz CFC dans nos frigos. Et la couche d'ozone s'emporte de mieux en mieux. Sauf que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter toutes les années. Oui, bon, alors par rapport à l'innovation, par rapport au réchauffement climatique, ça fait des années qu'on sait que le réchauffement climatique est bien là, et pourtant l'innovation sur les énergies renouvelables et tout, mettre des panneaux solaires sur les toits, c'est pas quelque chose qui arrive. En fait, l'innovation par rapport à la crise climatique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les gens qui ont beaucoup d'argent, en fait, ils préfèrent l'investir dans le pétrole pour se faire plus d'argent. Et donc, c'est pour ça que l'initiative sur un fonds climat vise à prendre 1% du PIB pour pouvoir innover. Et puis, ça peut aider du coup aussi le projet des tiers. Cet argent-là peut être demandé par des gens qui ont des startups ou des entreprises comme celle-là en faveur de l'environnement
pouvoir avoir des projets pour défendre notre pays. J'aimerais bien qu'on se remette un peu dans le contexte historique et qu'on se rende compte qu'en 1800, le climat était bien pire que maintenant. En 1800, avant les énergies fossiles, les gens avaient une espérance de vie de 40 ans. Les enfants allaient chercher du bois le matin pour faire chauffer ce qu'ils pouvaient dans la maison. Ils travaillaient par tous les temps, ils allaient à pied, ils avaient des vêtements en coton qui prenaient la pluie puis ils étaient trempés toute la journée. Alors, c'est bien beau de dire le réchauffement climatique c'est dramatique, mais ça fait partie d'un tout qui fait partie de la révolution industrielle. On peut pas jeter on peut pas dire les énergies fossiles c'est nul, et puis continuer de bénéficier du confort que les énergies nous ont apporté. C'est une belle remarque. Oui, la situation de confort qu'on a aujourd'hui, lui, elle est bien. Mais qu'est-ce qu'il en sera en 2050 ou en 2100 en fait? Parce que là, on court tout droit vers le plus 3 degrés. Alors, notre sécurité alimentaire, dans un monde à plus 3 degrés, là, on retourne en arrière, en fait. Oui, on vit dans un confort qui est dû aux énergies fossiles aujourd'hui, et qu'on n'avait pas en des années 1700-1800, mais c'est un confort qui n'est pas durable. Et on va réellement dans un monde où notre sécurité alimentaire va être en danger. Je veux juste relever ce qui vient de souligner avec quelques chiffres. Donc, il faut savoir que les énergies fossiles, c'est 60%. N'est pas produit en Suisse, on l'importe. En Suisse, on produit peut-être 1,2%, si je ne m'abuse. Et donc, on a fait le calcul. Il faudrait, pour remplacer ces 60%, attention, 17 centrales hydrauliques comme la Grande Puissance, donc 17 fois le deuxième plus grand barrage du monde, 5000 éoliennes et 70 millions de mètres carrés d'installations solaires supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Et c'est pour ça qu'il faut consommer moins et puis arrêter d'espérer dans l'innovation. C'est pas un dilemme aujourd'hui. Il faut sortir parce que là, on a typiquement un débat idéologique entre la gauche qui veut nous prôner la décroissance et la droite innovation. Il faut bien être clair aujourd'hui, de nouveau, je vais le redire, on n'est pas en train de choisir entre le caviar et les homards. On doit prendre les solutions qui sont bonnes, donc ça passe par l'innovation d'un côté et par l'économie d'énergie de l'autre. Moi, j'avais une question. En fait, on imagine que ça fonctionne, qu'on pollue plus et tout ça. Vous pensez vraiment que des pays comme la Chine, les États-Unis et les superpollueurs, ils vont suivre derrière? Comme tu veux, c'est égal. Si on trouve la recette magique pour qu'il n'y ait plus de problème, tous les pays vont suivre. C'est tellement, la situation est tellement critique, on est vraiment à, c'est une urgence. Si on arrive à répondre efficacement à cette urgence, les pays vont suivre. Après, il y aura évidemment des pays qui seront plus récalcitrants que d'autres, mais si on arrive sans décroissance économique et grâce à l'innovation, ça peut être possible. Non, mais là, on est dans une religion. L'espérance sont quelque chose qui va nous... Évidemment. C'est de la... J'ai donné l'exemple. Peut-être on va arriver à quelque chose qui résout le problème du réchauffement climatique. Je donne l'exemple des gaz CFC, et quand on parle de... Oui, on en parle depuis 1970, il faut bien savoir que dans les années 70, il y avait très peu de gens qui militaient fortement pour tout ce qui était climat, et c'est vraiment quelque chose qui, sur les 20, même 10 dernières années, a pris un grand essor parce qu'on le voit. Avant, on ne voyait pas vraiment sur le terrain les changements. Maintenant, on le voit, ça prend de l'essor. C'est pour ça que l'innovation, elle ne peut pas apparaître comme ça d'un coup. Il y aura, évidemment, il y aura des pétards mouillés, il y aura des essais qui ne vont pas fonctionner, il y aura des essais qui vont fonctionner, et il faut rester optimiste. Je trouve vraiment dommage qu'on se fige dans une politique extrêmement pessimiste. On doit consommer moins, on doit prendre des douches froides, etc. Et il faut rester optimiste et se dire que on a des chercheurs exceptionnels, on a la chance d'avoir certainement, je crois même le pays qui est le plus innovateur de la planète, on a la chance d'avoir ça chez nous, il faut en profiter. Et du coup, tu es prêt à parier l'avenir de l'humanité sur la croyance de ton Dieu, de l'innovation, puis qu'on va trouver une solution. On ne fait rien en attendant que peut-être on va trouver quelque chose. Alors, pour dire que quand je dis on ne fait rien, comme tu le dirais, je parle toujours de mon éventail de solutions, en passant par l'hydraulique, le nucléaire, le solaire. La solution magique, l'innovation qu'on n'a pas encore vue. Et encore une question, on va en prendre 3 peut-être, parce que personne ne lève la main. Tout le monde d'y répondre peut-être. Ceux qui n'ont encore pas pris la parole sur la séance des questions. Alors, vous avez déjà parlé, donc on va prendre monsieur. Après, je viens à vous. Moi, j'avais une question.
parce que vous avez un peu critiqué les solutions de gauche, mais quoi, c'était depuis des années et des années, et vous avez dit quand est-ce que vous avez des solutions maintenant. Mais je vous pose la question là, parce que vous avez parlé, par exemple, l'UDC avait parlé du thorium, mais c'est une innovation qui date de 92, qui a été arrêtée entre-temps, et maintenant c'est que des prototypes en Chine et en Angleterre. Donc c'est des solutions qui vont prendre du temps, c'est des prototypes, ça a déjà pris du temps. Vous parlez de rouvrir les centrales nucléaires, c'est quelque chose qui prend aussi du temps. Hausser le barrage, ça fait pas en un jour. Les parcs pas, ça ne peut pas se faire non plus en une année. On se retrouve par exemple le barrage, comment ça s'appelle, du Nord de Drance, qui a pris énormément de retard sur la construction, et c'est une super chose, le barrage de Drance, je ne critique pas ça. Mais du coup, c'est quoi vos solutions maintenant pour régler ça? Alors, pour reprendre, prenons le cas des barrages. Il y a une problématique liée à la procédure d'autorisation de construire. Le problème, c'est que des associations s'opposent systématiquement. Par principe, elles s'opposent parce qu'il y a un droit des associations qui défendent le climat ou le paysage de s'opposer à ces choses. Et donc, il faudrait peut-être faciliter la procédure et limiter ce droit d'opposition. Si l'autoroute en Valais prend des plombes, je pense que nos parents, quand ils étaient à l'école primaire, ils entendaient parler de ça. C'est à cause de ces blocus faits par les associations en grande partie. Aussi, pour rebondir sur le thorium et toutes ces technologies, donc on peut déjà mettre en place des prototypes de thorium qui fonctionnent. Et il y a également, comme on l'a dit, les petites centrales nucléaires qui se tiennent dans un container. Ça, on peut déjà le mettre en place et c'est assez vite mis en place, assez vite construit, assez vite acheté. Une autre solution rapide d'ici demain, si on peut régler le problème d'ici demain, on fait quoi? La démocratisation de l'économie. Ok. Ça veut dire que demain, tout le monde dans l'économie peut décider ce dont on a besoin, ce dont on produit. Mais concrètement, on fait à 22h05, donc j'ai plus trop de place. Concrètement, ça veut dire que demain, on dissout les conseils d'administration, ça veut dire qu'on Bravo. Ça veut dire qu'on dissout le fait aussi qu'il y ait d'un côté les conseils d'administration, mais aussi au niveau de la place financière, on a des entités qui sont démocratiques où toutes les personnes peuvent s'asseoir à la table et dire qu'est-ce que nous, on produit ça demain. Parce que la solution magique, c'est pas un truc que la population cherche, puisque ce qu'on a besoin pour vivre, c'est de la nourriture, c'est de pouvoir se loger, c'est d'avoir des loisirs, et c'est de gagner de l'argent pour pouvoir se nourrir. Donc, se nourrir, se loger et faire face à tous les goûts. Ça, c'est pas quelque chose c'est pas un truc. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et ça, je comprends pas. Enfin, pourquoi c'est si difficile à comprendre. Mais je parie que ça se fera. Pas d'ici demain matin. Pas non, parce que ça veut dire qu'il faut convaincre tout le monde, c'est la démocratie, convaincre tout le monde que c'est la bonne solution, et qu'on puisse tous s'asseoir à la table pour pouvoir décider ensemble de notre avenir. Je comprends encore deux questions, on y répond rapidement, puis on met un terme à la soirée. Hein. Je crois qu'on arrive gentiment au but. Alors, monsieur, et après madame, et après on arrête. On a beaucoup parlé de mobilité avec la gauche qui a balayé l'innovation, et j'aimerais juste vous poser une question fondamentale. Dans les années 2000, un véhicule consommait en moyenne 10 et 12 litres au 100. Aujourd'hui, on a des véhicules faible consommation, 5 litres au 100, avec des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Qu'est-ce qui a poussé ce changement-là, autre que l'innovation? Il n'y a rien. Il n'y a que l'innovation qui a poussé. Je pense que l'innovation en tant que telle, c'est pas quelque chose à balayer. Peut-être j'étais trop radicale dans la façon dont je l'ai dit. Clairement, je pense que l'innovation doit être aux besoins des gens. Et franchement, vos jeans, super jolis. Mais je pense pas que c'est ça. Enfin, le fait que demain, tout le monde a des jeans qui sont produits en Suisse, c'est pas la solution. Ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser les ressources qu'on a pour répondre aux besoins qu'on a. Et de pas avoir des besoins qu'on a. Et avec quel processus on optimise nos chaînes de production, nos consommations, au travers de tous les jours? C'est l'innovation. Je suis intimement convaincu et j'investis dedans. Et vous savez ce qui serait super innovant, c'est qu'on puisse tous s'asseoir à la même table et décider de demain ce qu'on a envie ensemble. Aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque au Parlement, actuellement, on a des parlementaires qui sont payés par les lobbies du pétrole, Rushdie, qui sont payés par les lobbies des assurances, qui sont payés par des lobbies justement des grands cimentiers, etc. Et c'est ces personnes-là qui défendent justement la politique de ces entreprises et de ces industries pharmaceutiques, etc. Mais nous, on n'a pas besoin du pétrole. On n'a pas besoin fondamentalement que ce soit de l'industrie pharmaceutique pour avoir des profits, etc. On a juste besoin de pouvoir vivre bien. Donc, pour vous rassurer, étant parlementaire en Valais, je suis financé par aucun lobby et pourtant, j'investis dans l'innovation tous les jours. Et je pense que vos propos sont un peu démesurés par rapport à la cause que vous souhaitez défendre. Aujourd'hui, on doit aller vers une transition
énergétique en ne balayant ni l'innovation, ni l'effort individuel, mais c'est un consensus. Et comme l'a rappelé mon collègue Raphaël, c'est un éventail de solutions qu'on doit mener. Je ne suis pas dans le débat, je voudrais juste poser des questions. Est-ce que c'est démesuré de vouloir la justice climatique, de vouloir la justice sociale, de vouloir l'égalité dans ce pays? Parce que sur la forme, on peut s'en rendre compte. Sur le fond et la manière, il y a des divergences. Voilà. Merci. Je crois que sur l'objectif, on est tous d'accord, hein. Ça c'est clair. On termine avec madame. Moi, je voulais juste vous rappeler quand même qu'on a une seule planète, hein, on n'en a pas deux, trois, pendant nos bons en Suisse, et que c'est forcément extrêmement difficile de ne pas vouloir la décroissance. Je pense qu'on n'a juste aucun choix. Et puis, quand on parle de décroissance, c'est pas revenir peut-être dans les années 1800, mais si chacun fait un petit effort, et les entreprises aussi, et tout le monde, ceux qui veulent un job privé, etc., je veux dire qu'on arrive extrêmement facilement à diminuer 20% de notre consommation, et c'est ces 20% qu'on essaie de produire en plus. On est vraiment dans quelque chose qui est fou, et je pense que ça, admettre qu'on n'a qu'une seule planète, l'innovation c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il y a des solutions low-tech dont personne ne veut entendre, qui existent, au niveau du chauffage, tout ça. Et franchement, je pense que là, personne ne peut dire qu'on a plus qu'une seule planète. Alors, je vais te répondre parce que toute petite. C'est déjà trop long. Réduire de 20% sa consommation, il y a plein de domaines où on ne peut pas la réduire de 20%. Il y a des domaines où on peut réduire notre consommation, mais moi, je ne suis pas prêt à aller moins chez le médecin parce que je n'ai pas envie de mourir d'une maladie précoce.